Bien, donc je vous remercie à tous d'être là aujourd'hui et d'avoir accepté notre invitation pour participer à la conférence sur la blockchain. Donc, cette conférence sera animée par Monsieur Luc Jarry-Lacombe, qui est CEO et qui est cofondateur pardon, et CEO de BC Diploma, et Monsieur Vincent Langard, cofondateur et CTO de BC Diploma. Donc, je vais donner la parole à monsieur Lacombe. Donc, avant de commencer la conférence, il vous présentera son mode de déroulement, et c'est-à-dire la présentation et la façon de poser des questions. Voilà, Luc, c'est à vous. Ou Vincent, je ne sais pas. Merci beaucoup Zouina, merci Maria pour l'invitation, pour l'accueil et pour la préparation. Et on est ravis, Vincent et moi-même, d'être parmi vous aujourd'hui pour une grosse heure de discussion, d'échange et d'apport de notre part autour de la blockchain, avec cette question, la blockchain, effet de mode ou technologie utile à tous. Donc je vois que vous le faites très très bien et que vous devez avoir bien l'habitude, mais évidemment, je commence par quelques petites choses matérielles pour que tout se passe bien, que ce soit fluide. Gardez vos micros éteints et quand vous voulez poser une question, vous levez la main avec la petite main sur Teams. Et tout au long lorsqu'on est lancé dans une présentation technique ou autre, surtout posez vos questions quand elles vous viennent à l'écrit dans le chat de Teams. Comme ça, tout du long, on verra vos questions et on pourra se centrer sur les réponses les plus pertinentes qui regroupent éventuellement des thèmes entre eux à la fin. Vous allez voir qu'on a séparé, on va essayer de pas trop parler, hein, donc on se fixe 1 heure au bout de laquelle on pourra rester avec les acharnés parmi vous qui auront des questions à débattre absolument vitales, mais on se fixe 1 heure, on se dit qu'à 18h05, on aura eu un bon et long échange. Pendant cette heure, notre objectif avec Vincent, c'est de ne pas parler plus d'1 demi-heure nous-mêmes et de passer bien 1 demi-heure à débattre. Il va y avoir 2 parties après l'introduction. Une première partie avec quelques apports théoriques sur la blockchain pour mieux comprendre de quoi on parle. Et puis une partie qui est notre vie depuis 3 ans à Vincent et moi-même, qui est le projet BC Diploma, puisque en 3 ans, on est vraiment arrivé à une place de leader sur un marché, qui est le marché, on va en reparler, des digital credentials, à savoir les attestations dématérialisées, 100% numériques, 100% sécurisées et basées sur une technologie blockchain. Donc évidemment, vous pensez tous à vos diplômes qui seront peut-être un jour accessibles en un clic, 100% sécurisés et 100% numériques. On en reparlera longuement tout à l'heure. Et pour la petite histoire, BC Diploma, le nom de notre entreprise, hein, c'est Blockchain Certified Diploma. Donc tout le programme est dans le nom. Donc moi, je suis de formation agrégée de mathématiques. Donc j'ai longtemps enseigné en lycée BTS et classe prépa avant de partir dans l'IT pour l'enseignement supérieur. Et dans mon dernier job, j'ai rencontré Vincent. Et c'est ensemble, il y a 3 ans, qu'on a eu cette idée de s'attaquer à la question de la dématérialisation des diplômes avec ce que pouvait apporter de nouveau dans le débat la technologie blockchain. Vincent, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Vincent Langard, donc moi je suis CTO et cofondateur de BC Diploma. Pour la petite histoire, j'ai un parcours résolument technique, donc d'école d'ingénieur à la base, et ensuite de développeur, architecte, petit à petit pour devenir directeur technique dans le monde de l'IT pour l'enseignement supérieur également, dans le domaine dans lequel j'ai rencontré Luc. Et aujourd'hui, je suis en charge du développement, de la R&D et de l'équipe technique de BC Diploma, de sa roadmap, de ses évolutions, etc. Et du fait que tout fonctionne bien. Voilà. Pour vous donner un ordre de grandeur, BC Diploma en 2020, c'était une équipe de 6 personnes temps plein. Et en janvier-février, on va passer à 11. Donc une activité qui se déploie à l'international, on en reparlera tout à l'heure. Avançons sur notre première slide, Vincent, s'il te plaît. Ouais. Eh bien, on va commencer à l'envers cette conférence en vous interviewant. Donc là, ça serait génial si parmi vous, il y avait 2-3 volontaires et puis d'autres à l'écrit dans le chat
pour qu'on fasse un petit tour d'horizon, un mini-sondage pendant 4-5 minutes max sur la manière dont vous, aujourd'hui, avant la conférence, vous définissez une blockchain. Est-ce que vous en connaissez des particulières? Est-ce que vous savez à quoi elles servent? Et pourquoi vous êtes venu à la conférence aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette technologie-là? Donc surtout, si parmi vous, il y en a qui ont des questions absolument essentielles dont il faut qu'ils aient la réponse en moins d'une heure, c'est le moment. Donc vous pouvez lever la main ou prendre la parole si ce n'est pas trop le bazar. Et on serait ravis donc qu'il y ait 2-3 étudiants volontaires qui nous donnent un petit panel de votre savoir sur le sujet avant qu'on démarre. Ne soyez pas timide. Soyez pas timide, on va discuter pendant l'heure à venir. Donc, est-ce que quelqu'un parmi vous Ah ben voilà, Afid, je vous en prie, Bonjour. prenez la parole. Bonjour, vous m'entendez? Parfaitement. Parfaitement. Alors moi, je m'y connais pas tant que ça. Je sais juste de ce que j'entends à droite à gauche. Je sais que c'est aussi lié à la crypto-monnaie, que c'est comme un livre de compte infalsifiable. Et justement, la question que j'ai à ce sujet et pourquoi je suis venu aujourd'hui, c'est que comment on est sûr à 100% en fait qu'elle est infalsifiable en fait. Super, super question. Merci beaucoup, Afid. Liliane, je crois que vous avez levé la main. Merci. Oui, bonjour. Lilian Bonjour. Boulard, bachelor 3, ingénieur informatique. Moi, je suis assez familier avec la blockchain. Je travaille actuellement sur une application de communication décentralisée. C'est un projet universitaire donc, que je fais avec l'Innov. Voilà, donc pour répondre un peu aux questions qui sont posées, Afid a raison là-dessus sur le fait que ce soit un livre de compte infalsifiable. C'est infalsifiable parce qu'il y a de la cryptographie derrière. Les plus connus, à mon avis, ce sont les blockchains Bitcoin et Ethereum. On les utilise pour tout ce qui nécessite un consensus. Et voilà. Pour moi. Merci. Super. Donc Merci. vous avez vous-même un projet blockchain, Liliane, j'ai compris. Alors, c'est inspiré de la blockchain, mais il n'y a pas une blockchain intégrée, non. D'accord. Est-ce qu'on interviewe un 3e étudiant d'Innov avant d'attaquer? Ou est-ce que vous posez par écrit des questions essentielles pour vous? Non, on n'a pas de questions écrites encore. Eh bien, je vous propose d'avancer et en tout cas, merci beaucoup pour ces deux premières prises de parole. On va faire 3-4 slides good to know pour vous donner quelques fondamentaux sur le sujet que vous devez, étudiant d'une école d'informatique ou intéressé par le sujet, que vous devez comprendre et connaître, ne serait-ce que pour votre culture, mais aussi pour votre job plus tard. La première idée, c'est le principe de décentralisation qui en lui-même n'est pas lié à la blockchain, mais dont la blockchain est une mise en œuvre. Donc ce principe de décentralisation, il est très simple. Imaginez une transaction bancaire. Hein. Aujourd'hui, vous faites un virement via votre banque à quelqu'un d'autre. Donc Alice envoie de l'argent à Bob. Eh bien, ce flux de transaction cette transaction va être un moment validé par votre banque et c'est elle qui va en garder la trace. À l'inverse, imaginez que vous montiez quelque chose qui doit déjà exister, par exemple, hein, l'association de tous les alumni du groupe Innov, et que entre vous vous dites, Alice envoie de l'argent à Bob ou donne de l'argent à Bob un jour de fête de promo devant tout le monde, et si on veut savoir si Alice a bien donné de l'argent à Bob, tous les gens qui étaient là sont pour toujours garants qu'ils ont assisté à la transaction que Alice a donné de l'argent à Bob devant tout le monde. L'ensemble des gens qui étaient là possèdent cette information et on peut aller interroger n'importe lequel des personnes de l'association qui étaient là ce jour-là. Il pourra confirmer que la transaction a bien eu lieu. Et si on fait un sondage sur l'ensemble des personnes,
on commence à voir apparaître l'idée que la notion qu'il faut que plus de la moitié des gens répondent bien qu'il y a eu transaction ce jour-là pour qu'on puisse confirmer par un consensus collectif qu'il y a bien eu transaction. Donc une transaction directe de Alice vers Bob, avec comme témoins, comme ceux qui gardent l'information, qui ont vu la transaction, qui ont vu qu'elle était bien réalisée et qui sont témoins et qui peuvent être interrogés, l'ensemble des alumni d'Innov, par exemple, qui étaient là à ce moment-là. Donc, en résumé, tous les acteurs qui étaient là ce jour-là ont au même niveau exactement tous la connaissance de la transaction qui a été réalisée et bien réalisée ce jour-là, alors que dans la première partie, digital transaction par un ledger au-dessus, il y a une seule autorité centrale qui a elle seule à l'information que la transaction s'est bien déroulée et qu'elle a eu lieu entre telle et telle personne. Je te laisse la main, Vincent, sur ce que ça donne côté blockchain quand on veut le mettre en œuvre. Alors, Luc a décrit ce qu'on appelle un consensus, c'est-à-dire le fait que plusieurs personnes ayant assisté à la transaction sont capables par la suite d'affirmer qu'elle a bien eu lieu. Eh bien, pour la blockchain, il y a également une forme de consensus. La blockchain étant une base de données, si on veut faire un parallèle avec ce qu'on connaît de manière, ce qu'on connaît historiquement dans l'informatique, la blockchain, c'est une base de données qui est décentralisée, c'est-à-dire qui va être répliquée sur plusieurs ordinateurs, plusieurs machines, et dans laquelle tous les échanges dont on vient de parler sont inscrits depuis sa création. Alors, si on procède étape par étape, Bob effectue une transaction vers B, alors je reprends Alice, c'était Alice et Bob, je ne me trompe pas. Donc Alice effectue une transaction vers Bob. Un ensemble de transactions sont effectuées sur cette blockchain. Elles sont regroupées dans ce qu'on appelle un bloc. Ce bloc donc va contenir l'ensemble des transactions à valider. Ce bloc va être validé par un ensemble de nœuds du réseau au moyen de techniques cryptographiques. Alors ça, c'est un début de réponse à la question qui a été posée tout à l'heure sur comment être sûr que la transaction, que les données sont, que la blockchain est infalsifiable et que donc que ces données sont forcément valides. C'est ce qu'on appelle le consensus et la technique cryptographique qui va permettre de déterminer que tout le monde va avoir vu sur cette transaction et que son exécution va être la même sur l'ensemble des postes. Donc ce bloc est validé par les nœuds du réseau à l'aide de ces techniques cryptographiques, est ajouté à la blockchain, et une fois que ce bloc a été ajouté à la blockchain, on a confirmation que la transaction a bien été reçue et que Bob a bien reçu la transaction effectuée par Alice. Donc, on peut faire le parallèle avec un registre, un grand cahier, dans lequel tout le monde peut aller lire l'information, donc lire les transactions, et dans lequel tout le monde peut écrire. Et lorsque on écrit dans ce registre, on est certain que l'ensemble des participants à ce réseau vont avoir la même interprétation de la transaction et donc la même validité des données qui ont été inscrites. Tu veux compléter peut-être, Luc ? Ouais, je voulais juste remettre l'accent sur le fait que c'est un cahier dans lequel on inscrit des transactions, donc l'envoi de quelque chose d'une identité A ici sur la slide vers une identité B, donc d'une adresse A ou d'une personne A vers une adresse B. Et ce quelque chose peut être à plusieurs formes, ça peut être des données ou ça peut être des tokens liés à la blockchain, des jetons liés à la blockchain sur lequel on travaille à ce moment-là. Alors les propriétés essentielles d'une blockchain, je vais le redire d'une autre manière parce qu'elle découle exactement
de ce que Vincent vient de vous présenter au-dessus. Les propriétés essentielles, immutabilité et pérennité. Donc immutabilité, on ne peut plus jamais modifier une donnée qui a été inscrite. Puis ça, c'est une propriété qui vient de la cryptographie. On ne peut plus jamais modifier une donnée inscrite. Et pérennité, l'ensemble des infrastructures de blockchain publiques sont conçues pour durer très longtemps avec une grande résilience dans l'infrastructure, c'est-à-dire que c'est conçu pour que certains nœuds puissent s'arrêter, d'autres démarrer, et qu'il y ait une remise à niveau constante de l'ensemble des nœuds d'un réseau. Traçabilité des émetteurs, eh bien, lorsque quelqu'un écrit depuis une adresse sur une blockchain publique, on peut lire tout ce qu'il a écrit depuis son adresse, donc l'information de l'ensemble des transactions est ouverte à tous. Ceux qui consultent via des block explorers, qui sont des sites en général des technologies open source qui permettent d'aller lire l'ensemble des données d'une transaction, donc par exemple Etherscan pour la blockchain Ethereum, n'importe lequel d'entre nous peut là tout de suite aller lire toutes les données sur la blockchain Ethereum sans aucun intermédiaire. Et efficience et inclusivité des écosystèmes, c'est pas directement lié à la première définition, ça viendra plus tard dans le débat de la conférence, mais c'est l'idée que lorsqu'un écosystème applicatif est construit sur une logique automatique de type smart contract, donc des petits contrats, des logiciels qui sont inscrits sur la blockchain et qui donc font des actions automatiques, ces systèmes-là sont conçus pour être inclusifs, c'est-à-dire accepter de plus en plus d'acteurs de manière automatique et facile. Donc on a un esprit de normativité dans les normes blockchain ou les usages blockchain qui sont en train de se développer. Avançons. Alors, je peux prendre la main, Luc, ça te va? Tout à fait. Allons-y. Quelques dates clés et quelques exemples au passage de blockchain. Donc évidemment la blockchain Bitcoin, qui est la première blockchain publique qui a été mise en œuvre et qui a été inventée par Satoshi Nakamoto en 2009. En réalité, on ne sait pas de qui il s'agit, mais c'est lui qui a initié les premiers nœuds, donc les premiers ordinateurs faisant tourner l'algorithme Bitcoin en 2009, donc il y a un petit peu plus de 10 ans. Et une autre blockchain, qui est la première blockchain d'ailleurs sur laquelle BC Diploma a été développée, qui est la blockchain Ethereum, qui a été inventée en 2015 par Vitalik Buterin, avec une spécificité, donc un fonctionnement qui globalement est très proche de celui de Bitcoin aujourd'hui, mais qui a été conçu alors que Bitcoin a été initialement développé pour des transactions de devises. Ethereum apporte un système complémentaire nommé Smart Contract et qui permet de développer des applications et d'aller les déployer directement sur la blockchain Ethereum. Donc, la blockchain va permettre de garantir qu'une transaction de A à B va être exécutée, fiable, infalsifiable. La blockchain Ethereum, elle, va permettre de faire ça d'une part, mais aussi d'autre part, de faire tourner des applicatifs directement qui vont tourner sur la blockchain et qui vont permettre de garantir qu'un certain nombre d'opérations contenues dans ces applications vont être exécutées de la même manière par tous et en donnant les mêmes résultats. C'est peut-être le bon moment, Vincent, tant qu'on est encore dans la technique, de prendre cette question sur est-ce qu'une adresse blockchain est anonyme? Quand j'ai une adresse Ethereum, est-ce que ma personne derrière, si j'ouvre une adresse Ethereum, est-ce que tout le monde sait que c'est Luc derrière cette adresse? Et de bien refaire le distinguo entre la transaction qui est faite depuis cette adresse, est-ce qu'elle peut être privée? D'accord. Alors, déjà, la blockchain, en tout cas, quand on parle de blockchain Bitcoin ou quand on parle de blockchain Ethereum, n'est absolument pas anonyme. C'est une blockchain pseudonymisée, c'est-à-dire que on ne peut pas faire le lien direct entre votre identité, entre guillemets, dans le monde réel et votre adresse blockchain. Ça, c'est une chose. Mais par contre, l'adresse blockchain que vous allez utiliser pour vos transactions, elle, est publique et on peut, et c'est d'ailleurs le but, même l'objectif de ces blockchains, on est en mesure de tracer l'intégralité des opérations qui ont été effectuées avec ces adresses
depuis la création de la blockchain. Donc, c'est pseudonymisé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lier à votre identité, mais c'est en aucun cas anonyme, c'est-à-dire que non, l'ensemble des transactions qui sont effectuées avec vos adresses sont publiques, traçables, et c'est vraiment l'objet de ces blockchains. Alors là, on parle de blockchain Ethereum et Bitcoin. Il y a des blockchains qui mettent en œuvre un certain nombre de processus d'anonymisation, comme Monero, par exemple, qui est une blockchain qui va être, elle, totalement anonyme. Mais c'est une implémentation vraiment particulière qui, d'ailleurs, aujourd'hui, ne supporte pas des applications comme les smart contracts. Et ensuite, par-dessus ces blockchains Bitcoin et Ethereum, il y a on va dire des protocoles qui sont mis en place, qui sont des protocoles d'anonymisation, mais qui ne sont pas directement intégrés nativement à la blockchain. Donc, c'est des développements complémentaires qui vont venir permettre d'ajouter une couche de confidentialité supplémentaire aux blockchains telles qu'elles sont développées aujourd'hui. Génial. Alors, c'est le moment dans la fin de cette partie un petit peu théorique et avec des apports pour vous. C'est le moment de revenir au fait qu'il n'y a pas une blockchain, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de blockchains et des dizaines de types de blockchains. Et donc, comment est-ce qu'on distingue les blockchains? Il y a déjà la grande famille des blockchains publiques, telles que Bitcoin et Ethereum, qui ont donné naissance aux crypto-monnaies les plus célèbres. Dans ces blockchains publiques, il y a plusieurs familles selon les types de consensus utilisés. Donc, consensus, c'est la manière dont on va enregistrer les transactions pour les valider, puis les conserver validées après, mais la manière dont on accepte une transaction, c'est un consensus qui va être plus ou moins long et consommateur d'énergie. Et ensuite viennent des blockchains qui ne sont pas publiques, qui sont des blockchains de consortium, donc avec plusieurs acteurs, ou voire des blockchains privées. Une très grande entreprise, pour des besoins de gestion bien identifiés, va mettre en œuvre une blockchain qui peut lui appartenir à elle toute seule. Et là, on a affaire à des blockchains qui, par exemple, souvent peuvent être de type Hyperledger, et qui sont des blockchains souvent qui peuvent être utilisées par des grandes entreprises. Est-ce que tu veux ajouter un petit mot, Vincent, sur ces types de blockchains? Alors, juste pour terminer sur la technique, on peut parler 2 secondes de consensus, de type de consensus. On avait une question sur comment être sûr que ces blockchains sont infalsifiables. C'est ce consensus qui se déroule au moment où on doit valider un bloc qui garantit que la donnée est infalsifiable. Donc ce consensus, il peut être, comme pour Bitcoin et pour Ethereum, de type Proof of Work, c'est-à-dire que c'est un algorithme cryptographique qui, pour le coup, consomme de l'énergie et qui est là pour garantir que tout le monde va avoir le même résultat à une opération très complexe. Et c'est ça qui va garantir que tout le monde exécute le même code. Voilà, ce consensus-là, qui est utilisé par Bitcoin et Ethereum aujourd'hui, s'appelle le Proof of Work. On a d'autres types de consensus, notamment des consensus de preuve d'enjeu, qui sont en cours de développement pour Ethereum et déjà en place pour d'autres blockchains comme Tezos, par exemple. Et qui, elle, ne se base pas sur un calcul complexe consommateur d'énergie, mais se base sur des jetons cryptographiques, donc de la monnaie numérique, en fait, qui est mise en jeu et pour laquelle, lorsque les opérations sont correctement effectuées, les nœuds du réseau vont aller gagner des jetons numériques supplémentaires et qui vont être sanctionnés lorsqu'ils ne respectent pas le consensus. Donc c'est ce qu'on appelle la preuve d'enjeu. Ethereum est une blockchain qui travaille sur le sujet et qui a déjà passé une première étape de mise en place de ce nouveau type de consensus qui devrait être en production d'ici 2 ans. Merci. Alors, on va rester 2 secondes sur la slide d'avant, parce qu'avant de parler de BC Diploma, il faut quand même qu'on vous dresse pendant 2 minutes un tableau des grands cas d'usage des blockchains. Et donc, vous l'avez cité au tout début, mais la naissance des blockchains avec Bitcoin en premier
a donné lieu à toute une activité autour de la crypto-monnaie, et donc le secteur, l'activité financière est encore une des activités principales de la blockchain. Il faut par exemple, vous en avez certainement entendu parler aux infos le mois dernier, mais la valorisation globale de tous les actifs blockchain le mois dernier a dépassé le trillion pour la première fois. Donc on parle d'un secteur financier de trading, d'échange de cryptoactifs, de prise de position qui est extrêmement dynamique et dans lequel depuis plusieurs années, mais particulièrement cette année, les acteurs financiers classiques et institutionnels rentrent dans la danse. On voit beaucoup de fonds d'investissement classiques, de grandes entreprises, où on peut citer Goldman Sachs, qui exposent leurs fonds classiques aux crypto-monnaies comme n'importe quel produit financier autre. Pour les plus geeks d'entre vous, la révolution de l'année dans le monde de la finance blockchain, c'est la finance décentralisée. On pourra éventuellement en reparler dans les questions. Et ensuite, dans de nombreux secteurs, il faut réaliser que dès qu'on passe, donc, qu'on quitte le monde de la finance et qu'on rentre dans le monde applicatif, à savoir la blockchain est un environnement informatique applicatif qui permet de rendre des services, d'améliorer des process, de créer des produits. Et donc là, on se rend compte que si on fait un sondage, la plupart des grandes entreprises, toutes les grandes entreprises, intègrent de la blockchain à leurs process, à leurs études, à leurs process de R&D, à différents processus qui souvent ont trait à la traçabilité ou à la notarisation, à la gestion de flux, si on pense à l'énergie. Ensuite, il y a un grand domaine d'activité de social for good, avec, vous pouvez penser à comment est-ce qu'on organise la manière de travailler ensemble avec des projets de DAO, Decentralized Autonomous Organization, ou encore l'Afro, qui est un revenu universel en token pour le continent panafricain, et de nombreux projets sociétaux qui utilisent des technologies blockchain pour faire des expérimentations très très grande échelle d'une autre manière de s'organiser en société sur des sujets importants. Et puis on arrive à un sujet essentiel qui est le sujet de la notarisation, puisque justement, je vais répondre à Umaru, la propriété fondamentale est l'immutabilité, donc la création de registres qui permettent de garder des informations pour une très longue durée. Et si on initie des données erronées sur une blockchain, eh ben la blockchain conserve une fois pour toutes des données erronées. Donc ce n'est pas parce que c'est une blockchain que ce qu'on y met est vrai, mais par contre, vu que c'est une blockchain, ce qu'on y met, on est sûr de pouvoir le retrouver. Donc il est extrêmement important de bien faire le distinguo et de savoir d'où vient l'information, notamment si ce n'est pas une information de transaction, que c'est une information de l'extérieur, quelle est sa qualification au moment où on l'inscrit dans une blockchain. C'est évidemment le nerf de la guerre, et c'est un des éléments qui va faire la transition avec BC Diploma, puisque lorsqu'on présente BC Diploma, et on va avancer d'une slide, on s'intéresse à la question essentielle des données de vos diplômes. Et vous savez que le marché du faux diplôme dans le monde, c'est un marché absolument gigantesque. Et donc, qu'est-ce qui m'empêcherait d'aller inscrire sur une blockchain des données d'un faux diplôme? Eh bien, pas grand-chose. Et par contre, si on travaille bien et qu'on conçoit un écosystème tel qu'on s'est lancé dans cette aventure-là avec Vincent, si on conçoit un écosystème dans lequel on apporte la preuve de l'identité de l'école et que l'école, en tant qu'école, c'est-à-dire avec son identité liée à son adresse blockchain, émet les données du diplôme, on aura une information fiable et en tout cas vérifiable que telle école, par exemple Innov, depuis telle adresse blockchain, son adresse blockchain qu'elle revendique publiquement, c'est-à-dire dont elle possède la clé privée, a émis telle donnée, donc par exemple les données de diplomation, les données de parcours, les données de compétences d'Umaru, et on aura toute cette chaîne de preuves qui nous permettront de dire je suis en train de lire des données concernant Umaru écrites par Innov depuis telle adresse blockchain qu'il revendique, et avec cet enchaînement de preuves, on saura qu'on a ancré des données et toutes leurs preuves, et que ces données seront là pour toujours. Et pour toujours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toujours, Umaru pourra aller les lire et s'en servir.
Donc, les grands enjeux et pourquoi on a créé l'aventure BC Diploma avec Vincent, des questions de falsification, des questions de pérennité et d'apprentissage tout au long de la vie. On peut avoir besoin de ces données d'apprentissage ou de compétences ou d'amélioration de compétences tout au long de la vie, et comment est-ce qu'on va les retrouver dans très longtemps quand on en aura besoin. Ensuite, des questions de gestion pour les écoles et pour les établissements, la gestion papier ou la gestion en base de données ou la gestion centralisée peut être ou est souvent extrêmement chronophage, parce qu'il s'agit de demander des duplicata ou de répondre à des demandes de recruteurs qui veulent vérifier parce que le papier ne leur suffit pas, parce que le papier est souvent falsifié, etc. etc. Et des questions de mobilité internationale des salariés et des apprenants qui peuvent avoir besoin, dans des contextes variés et souvent, et c'est là l'intérêt des contextes numériques tels que LinkedIn, de faire valoir positivement, en un clic, rapidement, la validité des informations qu'ils annoncent les concernant et concernant leur formation, leur diplôme, leurs compétences. Informations qui sont souvent très très galvaudées. Hein. Sur LinkedIn, c'est complètement déclaratif. On peut mettre ce qu'on veut en 3 minutes. Et c'est extrêmement difficile de faire le tri ensuite pour un recruteur se promenant sur LinkedIn. Voilà le petit panel qui a été le déclencheur de l'aventure BC Diploma. Avançons d'un cran. À toi, Vincent. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est un certificat BC Diploma? Alors, un certificat BC Diploma, c'est un lien URL qui va permettre en un clic de consulter les données qui sont stockées sur la blockchain et donc qui vont être lues en temps réel au moment où on va cliquer sur ce lien. Donc, c'est un lien qui est la propriété de l'apprenant, donc du diplômé. Il va pouvoir le partager sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, comme vient de le dire Luc, l'exporter au format PDF si, pour une raison X ou Y, il doit l'imprimer, et qui est compatible avec notamment des normes comme Open Badge 2.0 qui va le permettre à l'étudiant d'aller partager ce diplôme dans des portefeuilles numériques tiers. Ce que je vais faire, plutôt que de vous en parler trop longtemps, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et notamment, je vais vous montrer à quoi ressemble un certificat BC Diploma qui a été importé dans LinkedIn. Donc ici, l'IEI est une alumni de EM Lyon Business School, qui est un client de BC Diploma de longue date. Et EM Lyon Business School a publié avec l'application BC Diploma un certificat de diplôme EM Lyon Business School pour Madame Ouyang, qui l'a partagé sur LinkedIn. Donc, elle l'a partagé ici dans la partie éducation de son profil LinkedIn. Et tout à chacun va pouvoir aller consulter ce certificat partagé sur LinkedIn directement en cliquant, donc d'un simple clic, sur le lien qui a été partagé sur le réseau social. Ok, donc voilà un exemple de ce qu'est un certificat BC Diploma. Alors, un certificat BC Diploma, c'est donc un lien URL accessible en un clic qui comporte toutes les preuves d'authenticité nécessaires pour authentifier le certificat en question, qui est un objet complètement paramétrable à la charte de l'établissement. Donc c'est vraiment un outil de marketing 2.0 qui va permettre à l'établissement de bien faire valoir sa marque, à l'étudiant de montrer qu'il fait partie d'une école ou d'un établissement, d'une université qui fait preuve d'innovation, qui est totalement donc customisable ici en termes de contenu, en termes de mise en forme, en termes d'animation, en termes d'interaction, donc avec des liens cliquables, etc. Et tout ceci, donc je le disais, totalement paramétrable en fonction de la marque de l'établissement. Je vais vous montrer quelques exemples de certificats qui ont un design qui sont totalement différents et qui sont en rapport avec la charte des établissements pour lesquels ils ont été émis. Donc ici, un certificat de l'IAE de Nantes, un de nos clients historiques. Et un aspect particulièrement intéressant aussi de ces certificats qui va permettre aux étudiants de faire valoir leurs compétences en mobilité, c'est l'aspect multilingue. Donc les certificats
BC Diploma sont des certificats multilingues, donc il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans les langues que peuvent supporter un certificat BC Diploma. On supporte également les langues sémitiques. Vous en avez un exemple ici. Un autre certificat assez récent d'arts et métiers, également multilingue. Et un petit dernier pour la route, un certificat de l'Université de Lille qui nous a rejoint récemment. Et je vais en profiter pour vous parler un peu plus en détail de tout ce qui touche à l'authenticité de ces certificats. Donc ici, vous avez compris, on a quelque chose de totalement paramétrable. Les données que vous retrouvez ici, donc tout simplement les textes, ont été inscrits sur la blockchain et on apporte avec ces certificats, grâce à l'écosystème BC Diploma, toutes les preuves de l'authenticité de ces données. Pour ça, on a un panneau de preuves qui est attaché au certificat, donc les preuves sont autoportées avec le certificat, qui permet de savoir que le certificat a été attribué à telle personne et a été émis par l'Université de Lille. Alors, on revient à une notion qui a été évoquée tout à l'heure, qui est la notion d'adresse, donc d'identifiant unique attribué à soit une personne physique, soit une personne morale sur la blockchain. Donc, en l'occurrence, l'adresse de l'Université de Lille, qui est attribuée à l'Université de Lille, qui est unique, qui ne peut pas être usurpée, eh bien, cette adresse a servi à émettre ce certificat. Donc, on peut aller vérifier l'identité de l'institution correspondant à cette adresse directement en allant lire la blockchain à l'aide d'un blockchain explorer comme celui que je vais vous montrer ici. Donc ici, on se retrouve dans une application tierce, un site tiers qui n'appartient pas à BC Diploma et qui va permettre d'aller lire directement sur la blockchain les informations relatives à cette adresse. Et à cette adresse, on va aller retrouver l'Université de Lille et un certain nombre d'informations qui y sont attachées. Alors, si je fais une petite parenthèse technique, désolé, des formations professionnelles, là on est clairement en train de lire de la donnée en temps réel qui a été stockée sur la blockchain à l'aide d'un smart contract, donc comme on vous en a parlé tout à l'heure, qui a été déployé sur la blockchain Ethereum. Donc ces informations-là sont stockées une fois pour toutes sur la blockchain, lisibles par tout à chacun, vérifiables par n'importe qui, et retranscrites au sein de ce panneau de preuve. Et d'ailleurs, on peut également aller voir dans un annuaire qui, pour le coup, est stocké sur le site de BC Diploma, un annuaire qui est visible sur le site de BC Diploma, mais dont les données sont directement lues depuis la blockchain également, la carte d'identité de l'établissement et on retrouve son adresse blockchain. Alors, on parlait de confiance tout à l'heure et on parlait du fait que si on écrit une donnée erronée, eh bien, elle restera inscrite sur la blockchain et que donc le fait d'inscrire une donnée sur la blockchain n'exclut pas une vérification de la donnée qui doit être écrite. Donc là, pour le coup, l'Université de Lille est responsable de la donnée qu'elle va aller publier sur la blockchain. Donc le fait que John Doe ait bien eu son attestation de réussite au diplôme du CLES de Lille. Et à un moment donné, BC Diploma, donc en l'occurrence Blockchain Certified Data, qui est le nom de la raison sociale de BC Diploma, a vérifié que cette adresse était bien l'adresse de l'Université de Lille. Une sorte de KYC comme vous pouvez en avoir dans le monde bancaire ou lorsque vous devez faire valoir votre identité. Eh bien, BC Diploma a vérifié que l'adresse de l'Université de Lille était bien celle-ci et cette information a bien été également écrite sur la blockchain à l'aide de l'adresse de BC Diploma, qui est celle-ci, qu'on va pouvoir également revoir sur la blockchain, voir sur le site BC Diploma. Donc l'idée ici est de vraiment créer un écosystème de confiance où toutes les données sont vérifiables et où les données ont bien été inscrites par l'Université de Lille sur la blockchain. Ces données, donc, à partir de cette adresse blockchain, l'Université de Lille a utilisé l'application BC Diploma pour aller pousser les données relatives à ce certificat sur une blockchain. Donc en l'occurrence, ici, vous allez voir que les données étaient poussées sur une blockchain qu'on n'a pas évoquée jusqu'à maintenant, mais qui est une blockchain sur laquelle BC Diploma fonctionne, qui est la blockchain Binance Smart Chain. Et on va pouvoir aller voir l'ensemble de données de la transaction qui a permis d'inscrire ces données sur la blockchain directement avec un Blockchain Explorer, une fois de plus.
On va voir ici que la transaction a eu lieu, elle a été effectuée avec succès et qu'elle a été effectuée depuis cette adresse qui, vous l'avez compris, est l'adresse de l'Université de Lille sur la blockchain. Donc on est certain que les données qui ont été publiées ici l'ont été avec l'identité et l'adresse de l'Université de Lille. Est-ce que tu veux compléter par quelque chose, Luc? Alors, juste qu'on regarde une œuvre d'art avant de passer à la conclusion, puisque vous avez tous compris, j'imagine, que le protocole mis en place s'applique au diplôme, mais s'applique à n'importe quelle donnée. Et donc, si vous allez voir l'annuaire qui est public, puisqu'il est sur la blockchain, des institutions qui utilisent le protocole pour émettre, vous allez voir qu'il n'y a pas que des écoles, il y a des centres de formation continue, il y a des notaires, et il commence à y avoir des galeries d'art et des artistes qui utilisent le protocole pour émettre des certificats d'authenticité d'œuvres d'art. Donc, vous vous rendrez compte, et vous l'imaginez bien, qu'ayant un protocole qui permet d'authentifier n'importe quelle donnée et d'en créer des attestations infalsifiables, le cas d'usage s'étend à n'importe quelle attestation dont le porteur veut faire valoir l'authenticité et la force probante, puisqu'on rentre dans le cadre d'une force probante, c'est-à-dire il y a des preuves dans le monde numérique, mais qui sont acceptées légalement, de l'authenticité de ces données-là. Au même titre que la signature numérique est reconnue légalement comme preuve probante. Et donc là, vous voyez une nouvelle activité lancée par BC Diploma avec beaucoup de R&D pour embarquer les données de l'image, puisque vous avez compris que la marque de fabrique de BC Diploma, c'est que rien n'est centralisé. Tout ce qu'on voit à l'écran provient de la blockchain, et donc y compris l'image, qui n'est pas tout à fait sur une blockchain, mais sur un layer 2, c'est-à-dire un espace de stockage décentralisé qui fonctionne avec une cryptographie qui apporte le même type de preuve et de pérennité que la blockchain. Et la transaction se fait vers qui? C'est une très bonne question. Les deux questions sont excellentes. La transaction de l'Université de Lille de tout à l'heure se fait vers le smart contract de BC Diploma, qui lorsqu'il l'enregistre, accepte la transaction avec toute une série de règles. Donc, la transaction est émise de l'Université de Lille vers un smart contract qui l'accepte ou non selon des habilitations, puisque une adresse, on ne va pas rentrer dans les détails, une adresse pourrait être un jour corrompue. Et donc, on pourrait se dire, à partir de telle date, l'Université de Lille n'est plus habilitée à écrire avec cette adresse-là, ou elle ne pourrait plus avoir de crédit pour émettre, tout simplement, etc., etc. Donc, il y a une liste de conditions pour que la transaction soit acceptée par le contrat, et ces transactions sont publiques. La seconde question est excellente, puisque l'étudiant, de plus en plus, et c'est un projet qui viendra à son terme dans les 2 ans, de plus en plus l'étudiant va pouvoir accéder à ce qu'on appelle des jetons d'identité décentralisés, et donc va pouvoir être associé au certificat, associé en termes blockchain et cryptographique au certificat, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. On est vraiment dans un domaine de recherche extrêmement récente et poussé, mais il y aura cette notion que bientôt l'étudiant lui-même, via un identifiant décentralisé, pourra signer son certificat et donc y être associé cryptographiquement parlant. Voilà, je propose qu'on conclue notre présentation pour passer aux échanges. Il y a peut-être, on va avancer dans les slides, donc allons-y. Le protocole BC Diploma en 3 ans est utilisé par une centaine d'établissements dans plus de 15 pays sur 4 continents avec des cas d'usage, on en a déjà parlé, variés et multiples. Et on va conclure avec la dernière slide. Faire de la blockchain, utiliser la blockchain pour utiliser la blockchain, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, l'objectif avant tout, c'est d'aller améliorer des usages
courants et des usages de la vie courante, des process dans les établissements, des process métiers, et d'apporter une réelle valeur d'usage. Et la valeur d'usage ici dans les attestations 100% blockchain, mais vous l'avez peut-être vu ou pressenti, c'est que lorsque vous présentez un certificat blockchain, il n'y a pas besoin d'une tierce personne pour vérifier que les informations qui sont écrites sont bonnes, puisque les informations sont présentées avec toutes leurs preuves et que ces preuves sont autoportées dans un environnement qui garantit qu'elles n'ont pas pu être falsifiées. Autrement dit, la personne qui regarde le certificat n'a pas besoin de rappeler l'école pour vérifier qu'il est bon. On a en temps réel le fait qu'il a été émis par l'école. Et donc, il y a cette notion d'être propriétaire d'une donnée qu'on peut présenter et qui est réputée crédible en tant que telle dès la première présentation, ce qui va vous simplifier la vie, hein, puisque dans 8 ans, sur votre 3e processus de recrutement, vous aurez peut-être complètement perdu vos diplômes, vos attestations, etc. Vous aurez ce lien et il sera valable en temps réel, relu en temps réel à chaque fois que vous le présentez. Et bien sûr, hyper facile d'utilisation puisqu'il s'agit d'un simple lien à conserver ou à déposer sur un profil. Merci pour votre attention à tous et on est parti pour un quart d'heure de questions. S'il y a peu de questions, on peut les prendre à l'oral. S'il y en a beaucoup, ou en tout cas dès qu'on est lancé dans des réponses, je vous remercierai de les poser par écrit. Alors, on a déjà quelques questions à l'écrit. Imaginons que l'école se trompe sur des informations, peut-elle les modifier même si déjà dans la blockchain? Alors, bien évidemment, tout a été conçu dans BC Diploma pour que ça soit possible. Maintenant, ce qui est clair, c'est que des informations qui ont été écrites sur la blockchain le restent indéfiniment. Maintenant, il y a une petite subtilité avec BC Diploma, c'est que les données qui sont stockées sur la blockchain ne sont pas des données en clair. Ce sont des données qui ont été chiffrées grâce à un algorithme cryptographique qui a été développé par nous, qui a été breveté d'ailleurs. Et cet algorithme cryptographique va aller poser des données chiffrées sur la blockchain que l'on peut rendre indéchiffrables. Et donc, en cas d'erreur, l'établissement, l'université va pousser des données erronées, va pouvoir supprimer la clé cryptographique associée aux données qui ont été stockées sur la blockchain, les rendant ainsi illisibles, et va pouvoir réémettre un nouveau certificat qui, lui, contiendra les bonnes données. Donc, on ne peut pas modifier une donnée qui a été écrite sur la blockchain. Par contre, on peut la rendre illisible via des moyens cryptographiques comme ceux mis en place par BC Diploma. Et bien évidemment, les certificats peuvent être réémis avec les bonnes données. Merci. Alors, une question. Est-ce que tout le monde peut être client de BC Diploma? Tout le monde, modulo un enregistrement en tant qu'émetteur dans le smart contract, enregistrement qui nécessite de voir son identité vérifiée. Et donc, la porte d'entrée au smart contract est une porte d'entrée qui est tenue par des validateurs, donc des validateurs au premier rang desquels il y a BC Diploma nous-mêmes, puisqu'on a créé l'écosystème, mais dans lequel il y a déjà, c'est un rôle qui a été conçu de manière décentralisée. Et donc, par exemple, on trouve comme autre validateur, tu peux peut-être nous afficher, Vincent, la page des validateurs, on trouve comme autre validateur l'Agence universitaire de la francophonie, qui, en tant qu'organe officiel de l'OIF, l'Agence internationale de la francophonie, prend la responsabilité de faire rentrer dans le smart contract des établissements membres de l'Agence universitaire de la francophonie, c'est-à-dire des universités francophones du monde entier. Et on trouve également eCampus Ontario, qui est une agence gouvernementale canadienne d'Ontario, qui prend la responsabilité de faire entrer dans le smart contract, donc dans la liste des émetteurs, des établissements d'enseignement supérieur et secondaire d'Ontario. Donc, ces rôles de validateurs
peuvent être petit à petit, vont s'étendre pour des raisons géographiques ou des raisons de type de réseau d'émetteurs. Et il y a donc quelqu'un prend la responsabilité d'endorser, de vérifier qui rentre dans le contrat, et on en a la trace pour toujours. Donc, modulo cet enregistrement par un validateur, il faut trouver un validateur, eh bien, tout le monde peut s'enregistrer pour émettre des données et des attestations. Une question pour Vincent, est-ce qu'une blockchain peut être piratée? Alors oui, c'est possible. Tout simplement parce que Alors déjà, il faut savoir que historiquement, ni la blockchain Bitcoin ni la blockchain Ethereum n'ont été piratées. Donc, si théoriquement c'est possible, en pratique, c'est beaucoup plus complexe. Comment est-ce que c'est possible de pirater une blockchain? Eh bien, il faut savoir que, comme l'a dit Luc tout à l'heure, pour avoir un consensus, il va falloir que plus de 50% des utilisateurs soient corrompus. Et il s'avère que la blockchain, une blockchain qui n'aurait pas suffisamment de nœuds sécurisés ou pour lequel plus de 50% des nœuds exécutant l'algorithme de consensus, si plus de 50% de ces acteurs sont corrompus, à ce moment-là, la blockchain va effectuer ce qu'on appelle un fork, c'est-à-dire qu'elle va se diviser en plusieurs parties qui ne vont pas exécuter les transactions de la même manière. Et c'est à ce moment-là qu'on va considérer qu'elle est piratée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des exécutions en parallèle de ces blockchains qui, exécutant des règles différentes, vont pouvoir aller faire que des opérations ne sont pas exécutées de manière correcte. Donc, en théorie, c'est possible. Lorsque plus de 51% des nœuds exécutant l'algorithme de consensus sont piratés. Mais en pratique, c'est très compliqué parce que avec les algorithmes cryptographiques en place aujourd'hui, il faut énormément de puissance de calcul pour pouvoir avoir 51% des nœuds, notamment avec Ethereum et Bitcoin. Et donc, en pratique, c'est quasiment impossible. Merci, merci Vincent. Question sur la pérennité des données. Par conception, l'écosystème d'une blockchain publique est conçu pour la pérennité, puisque, Vincent, est-ce qu'on peut retrouver le nombre de nœuds du réseau Ethereum récemment, puisqu'il y a des milliers et des milliers, donc de têtes, je dirais, entre 12 et 15 000 ouais, c'est ça, oui. Entre 12 et 15 000 nœuds qui constitue en tant que tel un maillage peer-to-peer, et chacun de ces nœuds répliquant l'intégralité de l'information. Et avec une notion de résilience, c'est-à-dire qu'une partie de ces nœuds peuvent à un moment ne plus être opérationnels, la blockchain continue avec ceux qui sont toujours connectés, puis les autres, il y a un système de remise à niveau de tous ces nœuds permanents. Et donc, l'architecture même fait que la décentralisation, c'est-à-dire que le fait que la donnée, et on parle plutôt de petites données, on est dans un monde de transactions, on n'est pas dans un monde de big data, donc que cette donnée est répliquée sur des milliers de nœuds, et que donc tant qu'on possède un nœud intègre avec l'intégralité des transactions, on garde trace de toute l'histoire et de toute l'intégrité de la blockchain. Alors, après, donc ça, c'est la théorie. Et puis, si on s'intéresse à la pérennité et qu'on se demande, bon, peut-être que Ethereum, on est sur des technologies extrêmement récentes qui évoluent très vite. Et donc, on se dit, bon, peut-être que ça sera plus Ethereum demain, le standard pour les plateformes de smart contracts et d'applications, etc. Là, on rentre dans une autre question applicative pour BC Diploma, qui est d'expliquer comment on va pouvoir suivre l'évolution des blockchains et garantir qu'on sera toujours capable d'aller lire des données sur Ethereum émises en 2021 et à l'extrême, donc ce qui est le cas, puisque nous on possède, BC Diploma, dans l'écosystème BC Diploma, il y a des nœuds Ethereum, et que donc cette donnée, elle est là, elle sera toujours accessible, et qu'à l'extrême, on est capable de migrer ces données
sans altérer les liens eux-mêmes d'une blockchain vers une autre. Ce qui relève un peu de la fiction quand on pense à l'histoire de Bitcoin qui a démarré en 2009 et qui est le tout début de l'histoire de Bitcoin, et 2015 pour Ethereum, qui est le tout début de l'histoire Ethereum. Mais le plan de route est très pragmatique et très clair sur le fait qu'il est possible d'évoluer d'un système décentralisé vers un autre système décentralisé sans perdre l'historique, et donc de garantir un point essentiel sur la conservation des données de diplomation, qui est un point légal en France notamment, qui est une conservation de données de diplomation pendant 50 ans. Voilà. Et on est sur des technologies qui répondent très très bien à la question. Alors, Vincent, une question pour toi. L'étudiant doit-il avoir des tokens sur la blockchain? Il y a un coût de transaction pour adhérer au smart contract. Donc il faut faire le... oui, alors je vais refaire la big picture. Déjà, BC Diploma, c'est avant tout une application B2B. Donc, s'il y a un contrat qui est passé, c'est un contrat entre l'établissement, donc l'université, et BC Diploma. Ce qui veut dire que l'étudiant en lui-même n'a aucun coût d'utilisation de la solution. Il dispose d'un lien, mais il ne doit absolument pas disposer de token et il n'y a aucun coût lié à l'utilisation de son certificat. Donc pour l'étudiant, c'est totalement gratuit. Ensuite, effectivement, il y a un coût pour aller interagir avec le smart contract de BC Diploma, qui est un coût lié à l'utilisation de la blockchain, puisque dès qu'on va aller écrire sur une blockchain publique, il y a un coût associé. Alors, c'est des mécaniques qui sont un peu complexes et qui aujourd'hui sont complètement gérées par BC Diploma. C'est-à-dire que pour l'établissement qui va émettre, c'est quelque chose de complètement transparent qui est inclus dans le prix que l'établissement paye pour pouvoir émettre des certificats avec BC Diploma. Les coûts de transaction pour enregistrer l'établissement dans le smart contract sont pris en charge par BC Diploma. Donc, c'est vraiment tout le but de notre brevet, de notre R&D depuis 3 ans, c'est de faire que toute cette complexité liée aux coûts, aux frais blockchain soit complètement cachée pour l'établissement qui va émettre et pour l'étudiant qui va faire valoir ses compétences au travers de son certificat. On a vraiment voulu quelque chose le plus simple possible qui reflète un usage normal dans la société et la blockchain est encore assez méconnue du grand public, alors que BC Diploma s'adresse vraiment au plus grand nombre et cache cette complexité blockchain et les coûts blockchain afférents aux publications. Voilà. Et une question sur laquelle je vais me lancer, qui est délicate, et tu me compléteras, Vincent, sur quid de l'informatique quantique et de la blockchain. Donc on voit des progrès réguliers, même s'ils sont lents, dans l'informatique quantique, et on suppose qu'un jour, des algorithmes quantiques seraient capables de casser des briques cryptographiques natives des blockchains. Donc c'est une question qui reste encore théorique, mais qui intéresse pas mal de gens, de savoir s'il faut se baser sur les techno-blockchains. Donc d'abord, il faut dézoomer la question. La première chose à faire, c'est de dézoomer la question, à savoir que la cryptographie utilisée par les blockchains est une des cryptographies de plus haut niveau à ce jour. Et donc, avant de casser les blockchains, l'informatique quantique va progressivement casser l'intégralité des protocoles de l'informatique classique et du web. Donc, il faut réaliser que quand l'informatique quantique en sera à rendre non sécurisées les blockchains, eh ben, il y aura déjà eu une révolution intégrale, c'est-à-dire il aura déjà fallu repenser tous les protocoles web, tous les protocoles de signature et tous les protocoles qu'on utilise d'habitude avant de faire tomber les blockchains. Donc, raisonnablement, et c'est ce qu'on commence à voir, c'est-à-dire on commence à voir que l'intégralité des briques de sécurité et de cybersécurité intègre progressivement des éléments quantiques. Et donc, assez logiquement, on va aller vers une évolution lente des capacités, si je puis dire, nocives et des capacités de protection vis-à-vis du quantique, avec une intégration d'algorithmie quantique dans les protocoles utilisés largement. Et donc,
on peut pas être devin, etc. Mais il y aura des évolutions cryptographiques profondes qui feront évoluer également la cryptographie utilisée dans les blockchains si la cryptographie quantique en arrive concrètement un jour à rendre non sécurisés des systèmes fondamentaux de l'Internet et de l'informatique d'aujourd'hui. J'ai rien à rajouter, Luc. C'était très complet. Merci. Ah, c'est une bonne question. Oui, on avait fait un peu de pub sur le banditisme numérique dans l'accroche de la conférence, donc c'est bien de le poser. Et donc ça, c'est un des grands fléaux pour l'industrie blockchain. C'est cette image que se traîne la blockchain depuis toujours de banditisme numérique, d'être le repère de l'argent sale, des brigands numériques, etc. Bon. J'ai rien à dire sur la première période du Bitcoin qui a peut-être été, vu son niveau de confidentialité, réservé à des ultra geeks vraiment dans une période très très discrète. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les transactions blockchain sont bien plus traçables que des transactions classiques en argent liquide, par exemple. À tel point que alors déjà, il y a des chiffres rigolos, hein. Aux États-Unis, quand les autorités fiscales ou judiciaires décident de lever l'anonymat derrière une adresse blockchain sur laquelle il y a des doutes sur des transactions, ils y arrivent à 98%. Voilà. Ensuite, vu que l'intégralité des transactions sont tracées, on se retrouve avec une transparence inédite sur les flux financiers, mais inédit par rapport au monde financier classique tel qu'on le connaît. Et donc, faut imaginer que la blockchain se traîne cette image un peu mauvaise d'être utilisée par certains rançonneurs, etc. Et que, parallèlement, à contrario, l'intégralité des grandes banques centrales sont en train d'installer des systèmes blockchain de monnaie numérique de banque centrale. Et donc la première, les Chinois sont extrêmement en avance. Et donc ça y est, c'est parti en Chine. Le e-yuan fonctionne depuis quelques mois. La Commission européenne, avec la Banque centrale européenne, a son projet qui est lancé, qui est parti. Et toutes les grandes banques centrales du monde s'intéressent de très très près à cet objet blockchain qui est un token indexé ou un token émis par une banque centrale et qui n'est rien d'autre qu'un nouveau support pour une monnaie classique fiduciaire, fiat, on dit dans le monde blockchain. Voilà. Ça, plus l'usage de ce qu'on appelle les stablecoins, à savoir des tokens qui sont indexés sur une valeur, donc $1, €1, etc., et qui aujourd'hui représentent une très très gros et qui ont de plus en plus d'utilité dans la finance décentralisée. On voit que le système a tellement d'atouts de transparence que s'il est en tant que technologie choisie par les banques centrales elles-mêmes, on va peut-être vite dépasser l'idée de l'argent sale derrière. Et la Suisse a été un des premiers pays et États à accepter le Bitcoin et l'Ethereum en règlement de ses impôts, par exemple. Donc on voit beaucoup de pays, dont le Japon aussi, qui accepte Bitcoin et Ethereum pour payer les impôts. On voit beaucoup de pays qui, même face à des crypto-monnaies classiques, commencent à accepter le fait que ce sont des transactions d'actifs numériques qui ont une valeur et donc qui, à ce titre, peuvent servir à faire des échanges. Et y aura-t-il une monnaie blockchain liée à l'euro un jour? En tout cas, le projet est lancé. Et est à l'étude à la Banque centrale européenne. On voit des articles tous les 2-3 mois sur ce projet dans la presse spécialisée. Et sur ce chapitre-là, la semaine dernière, c'est l'Angleterre
qui s'est déclaré extrêmement intéressé pour sa propre économie et pour les usages dans l'économie classique des stablecoins, c'est-à-dire des tokens de crypto-monnaie indexés sur une monnaie classique. Alors, on voit que c'est la fin de la conférence, puisqu'on rentre dans des questions qui sont de plus en plus sociétales. Est-ce que des crypto-monnaies classiques, Bitcoin, etc., seront acceptées et utilisées par le grand public? Tout ce qu'on peut dire, et c'est ce que je venais de dire justement, c'est qu'elles sont déjà acceptées, par exemple, par certains États dans le monde pour des règlements d'impôts ou autres. Donc, elles ont déjà une certaine existence pour des transactions financières classiques, si je puis dire. Alors après, à savoir est-ce qu'elles seront acceptées par le grand public, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Je pense que c'est, en tout cas, certainement des initiatives telles que le e-yuan ou le e-euro feront qu'il y aura une acceptation, une utilisation standard de la technologie sans se poser de questions dans les années à venir. Après, l'utilisation d'actifs plus volatiles, je ne me prononce pas. Peut-être que tu as un avis, Vincent. Oui, il y a déjà des initiatives en marche qui vont aller dans ce sens, hein, notamment des annonces récentes de PayPal, qui pour le coup est un outil très démocratisé dans le monde, qui permet aujourd'hui d'acheter, vendre et holder des actifs numériques tels que le Bitcoin. Donc c'est en marche, j'ai envie de dire. Alors, je vous propose de conclure sur cette question de Maria, qui est une question extrêmement intéressante, puisque le domaine de la Self-Sovereign Identity ou des DID, donc des jetons d'identité décentralisés, est un des domaines les plus actifs en R&D dans le monde blockchain aujourd'hui. Il n'y a pas encore de protocole qui se détache plus l'un que l'autre, mais il y a une très 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 grande activité de recherche autour de l'identité décentralisée et de l'identité auto-souveraine, avec des promesses très très fortes de la technologie blockchain sur ce point-là. C'est-à-dire pouvoir être capable, dans un monde numérique, de manière certaine, de présenter son identité et d'agir avec une identité numériquement autoportée, et toutes les preuves que c'est bien Vincent derrière tel wallet, tel portefeuille qui est en train d'agir, et donc même de faire des démarches administratives, des démarches publiques à partir d'un jeton d'identité extrêmement sécurisé. Et auto-souverain, ça veut dire dont il a la pleine propriété. Hein, comme tout à l'heure, le certificat qu'on peut présenter, il n'y a plus besoin d'un tiers pour dire c'est bien le bon certificat d'Innov, c'est bien Vincent parce qu'il a ce jeton qui est auto-porté. Donc tout ce qu'on peut nous dire, nous, c'est que c'est un débat qui intéresse énormément BC Diploma, puisqu'il y a un lien natif avec la notion de propriétaire du diplôme, qui est une personne physique, le diplômé, et qu'on est engagé, et donc voilà, on a le plaisir de vous annoncer qu'on est, le BC Diploma commence un cycle de R&D de 2 ans subventionné par la Commission européenne, dans lequel BC Diploma va être déployé sur la blockchain de la Commission européenne, EPSI, elle s'appelle. Donc c'est un projet du gouvernement français dans lequel BC Diploma est partenaire, et la Commission européenne met en place et développe un système européen de DID, donc de ces fameux identifiants décentralisés d'identité, et que donc dans les 2 ans à venir, il y aura un interfaçage des certificats émis par BC Diploma avec l'utilisation de ces DID, donc de ces jetons d'identité décentralisés des étudiants, qui auront donc le moyen d'avoir d'autres services autour, déjà la preuve que c'est bien le leur, avec une identité numérique derrière, et d'autres services joints à cette identité. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Vincent? Ça me semble complet. Merci pour toutes vos questions. Elles étaient nombreuses et c'était très intéressant. Ouais, c'était top. Les questions étaient hyper pertinentes. Merci beaucoup.
Mais nos étudiants sont hyper pertinents. Ah, on n'en doute pas. On n'en doute pas. En tout cas, c'était extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Luc. Merci, Vincent. Mais c'était passionnant. Et puis, on vous redemandera de revenir. Hein. Avec grand plaisir. Oui. Avec plaisir. Merci beaucoup. Si possible, la prochaine fois, en vrai, en physique. Oui, avec plaisir. Oui, on sera nombreux à vous accueillir. Ce sera super. Écoutez, donc, encore une fois, je vous remercie au nom de toute l'école d'être venu nous présenter BC Diploma et au-delà de ça, la technologie blockchain. Je vous remercie tous, étudiants et membres de l'équipe aussi Innov qui êtes venus vous joindre à la conférence. Merci à Zuina pour avoir accueilli nos conférenciers et été en pointe sur la communication autour de cette conférence. Voilà, merci à tous. Rentrez bien chez vous parce qu'il y a un couvre-feu. Et donc, encore une fois, merci. Et puis, j'espère à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt, merci. Au revoir. À bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir et merci encore. Hein. Excellent.